On entend constamment parler du vieillissement de la population comme d'un défi, voire d'un fardeau. Oui, le coût des retraites, la pression sur le système de santé. Exactement. Mais si on se trompait complètement de perspective, si les retraités, en fait, n'étaient pas une charge pour nos villes, mais plutôt leur plus grand atout économique caché. C'est le postulat audacieux qui est au cœur des documents qu'on explore aujourd'hui. C'est une idée qui va vraiment à contre-courant. Et la source, c'est un dossier fascinant de wikiresidence.ca qui se penche sur ce qu'il appelle la force grise. La force grise. J'aime le terme. L'idée, c'est de voir les bénévoles retraités non pas comme un gentil passe-temps, mais comme une infrastructure invisible qui assure la cohésion de nos quartiers, particulièrement à Montréal. C'est ça. On ne parle plus de coûts, mais de valeur. Et notre mission aujourd'hui, c'est de plonger au cœur de ce phénomène pour en comprendre l'ampleur. On va essayer de chiffrer l'inchiffrable. Et de voir l'impact très concret sur notre vie de tous les jours. Bon, alors commençons par le début. De qui parle-t-on? Et surtout, de combien de personnes? Pour bien saisir l'échelle, il faut partir d'un chiffre de base. Dans le Grand Montréal, on compte environ 770 000 personnes de 65 ans et plus. D'accord? Et la première image à déconstruire, c'est celle de l'inactivité. La retraite n'est pas un retrait complet de la vie active, loin de là. Les données montrent tout le contraire. Et les statistiques, là, elles sont assez surprenantes. On y apprend que 63% des aînés font une forme de bénévolat, qu'ils soient formels ou informels. 63%. Attends une minute. 63% sur 770 000. Ça veut dire qu'on parle de près de 485 000 citoyens. Quasiment à 2 millions de personnes. C'est gigantesque. Ça a presque pas de bon sens. Et ça inclut tout. De l'aide aux voisins à la participation dans un organisme. Mais là où l'analyse devient vraiment intéressante, c'est qu'elle identifie un sous-groupe. Un groupe qu'elle nomme le noyau dur. Le noyau dur, c'est-à-dire? Il s'agit de 26% des aînés qui s'engagent dans un bénévolat beaucoup plus structuré, plus formel. Qu'est-ce qu'on entend par structuré? C'est quoi la différence avec le reste? C'est un engagement régulier au sein d'organismes reconnus. On parle des hôpitaux, des centres communautaires, des conseils d'administration, des clubs sportifs. Ah, d'accord, ce n'est plus l'aide ponctuelle. C'est un engagement avec des responsabilités qui s'inscrit dans la durée. Exactement. Et c'est ces groupes-là qui forment la véritable colonne vertébrale du secteur communautaire à Montréal. Donc, si on refait le calcul, 26% de notre bassin de 770 000 aînés. Ça nous amène à un peu plus de 200 000 personnes. Oui, L'étude va jusqu'à dire que ça équivaut à plus de 200 000 postes comblés gratuitement par des retraités. c'est une véritable armée de l'ombre. Le mot est juste. Ce n'est pas juste quelques bonnes âmes ici et là, c'est une force de travail qui fait tourner des pans entiers de la ville. Une force silencieuse, mais omniprésente. Et cette armée, même si elle n'est pas payée, a un impact économique absolument monumental. Justement, parlons-en. C'est une armée qui ne coûte rien sur le papier. L'analyse avance une affirmation assez radicale. Oui, que si la ville de Montréal devait salarier toute cette force de travail, son budget exploserait. Littéralement. C'est une déclaration choc. Comment est-ce qu'on arrive à une telle conclusion? Alors le calcul est présenté de façon très transparente et, il faut le dire, il se veut conservateur. Il repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le volume horaire. D'accord. Les retraités ne sont pas seulement nombreux, ils sont aussi les champions de la régularité. On a des chiffres là-dessus pour comparer. Quelle est la différence avec, disons, un bénévole plus jeune? Oui, et la différence est frappante. Un bénévole de 65 ans et plus consacre en moyenne 140 heures par an à sa cause. 140 heures. Et un jeune? Pour un jeune de 15 à 24 ans, c'est 82 heures en moyenne. Waouh, c'est presque le double. On parle de 70% plus de temps. Exactement. Donc non seulement ils sont plus nombreux, mais leur engagement individuel est beaucoup plus intense. Ce qui doit faire exploser le volume total d'heures. C'est le deuxième pilier du calcul. On prend notre noyau dur de 200 000 bénévoles formels, on multiplie par ces 140 heures annuelles, Et on arrive à... on atteint un volume de 28 millions d'heures de travail. 28 millions d'heures injectées chaque année dans l'économie locale. C'est un chiffre qui donne le tournis. On a de la misère à se le représenter. Et ça nous amène au troisième pilier. Comment on évalue la valeur d'une heure de ce travail? Oui, c'est la question la plus délicate. L'analyse est très claire là-dessus. On ne peut pas simplement utiliser le salaire minimum. Non, et c'est un point absolument crucial, parce que ces bénévoles n'accomplissent pas que des tâches de base. Pour tenir compte de ça, l'étude utilise une valeur hybride, qu'elle qualifie de prudente, De combien? de 27,50 $ de l'heure. 27,50 $. Et ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau, j'imagine.
Pantou. C'est une moyenne qui tente de représenter à la fois la personne qui fait de la comptabilité pour un OBNL et celle qui offre un accompagnement plus personnel, par exemple. Ça inclut même une estimation des avantages sociaux qu'un employeur devrait payer. On est donc sur une évaluation très réaliste, voire modeste. Très modeste. D'accord, alors le puzzle est complet. On a nos 28 millions d'heures, multipliées par une valeur de 27,50 $ l'heure. Quel est le résultat final? Le résultat est ce que le dossier appelle le milliard invisible, même si on est un peu en dessous. Le calcul final nous amène à 770 millions de dollars. 770 millions de dollars. C'est la somme colossale que la société montréalaise économise, chaque année, uniquement grâce au travail non rémunéré de ses retraités. C'est un chiffre qui change tout. On parle constamment des coûts liés aux aînés, mais personne ne met jamais ce chiffre-là dans l'autre colonne, celle des actifs. C'est comme si on ne regardait qu'un seul côté du grand livre comptable de la société. Pour rendre ça encore plus concret, l'analyse le met en perspective, non? Oui, et c'est éclairant. Ces 770 millions, c'est presque l'équivalent du budget annuel complet du service de sécurité incendie de Montréal. Ah oui, quand même. Et c'est aussi bien plus que le budget total alloué au déneigement de toute la métropole. Qui est pourtant une dépense massive et très visible, elle. La conclusion est donc sans appel. Si cette main-d'œuvre gratuite disparaissait du jour au lendemain, ce ne serait pas juste une crise sociale. Ce serait un cataclysme financier. Une facture de 3/4 de milliard de dollars qui tomberait sur les contribuables, juste pour maintenir les services existants. Et ça, c'est sans même parler de la qualité et de l'expertise qui seraient perdues. Ces 770 millions ne sont pas générés en servant uniquement des repas. Absolument. On passe du quantitatif au qualitatif. L'image du bénévole à la popote roulante, elle est encore vraie. Mais l'analyse montre une mutation vers ce qu'on appelle le skill-based volunteering. Le bénévolat basé sur des compétences. C'est l'idée qu'on donne plus seulement de son temps, mais qu'on transfère une expertise professionnelle. Donnez-nous des exemples. Prenons la gouvernance. Une grande partie des conseils d'administration, les CA des coopératives d'habitation ou des organismes à but non lucratif, ils sont présidés et peuplés par des retraités. Et ça, c'est crucial. Un OBNL qui démarre n'a absolument pas les moyens de se payer un avocat ou un comptable pour siéger à son CA. Non, c'est impossible. Là, ils ont accès à cette expertise de haut niveau gratuitement. Ça fait la différence entre la survie et la faillite pour beaucoup d'entre eux. C'est la même logique dans la santé, j'imagine. Tout à fait. L'analyse les décrit comme les piliers des services d'accompagnement pour les rendez-vous médicaux ou dans les unités de soins palliatifs. Ce n'est pas anodin. Non, parce que leur présence libère du temps précieux pour le personnel soignant qui peut alors se concentrer sur les actes médicaux. C'est un gain d'efficacité direct pour tout le système. C'est fou quand on y pense. Dans mon quartier, il y a un ancien ingénieur qui anime bénévolement un club de robotique pour les jeunes. La ville ne pourrait jamais se payer ça à grande échelle. De jeunes entrepreneurs. C'est un transfert intergénérationnel de savoir qui a une valeur inestimable. On est très très loin de l'image réductrice du simple passe-temps. On est ailleurs complètement. Donc on a la valeur économique, la valeur en compétences, mais l'analyse va plus loin. Elle connecte tout ça à la ville elle-même, à la façon dont on vit ensemble. Oui, on passe de l'économie à l'urbanisme. Et le premier point, c'est la lutte contre l'isolement. C'est vu comme une voie à double sens. Comment ça? En s'impliquant, le bénévole brise sa propre solitude, mais il va aussi à la rencontre d'autres personnes isolées. Et l'étude cite une comparaison qui fait vraiment réfléchir. Laquelle? Des études en santé publique ont démontré que l'isolement social chronique est un facteur de risque de mortalité prématurée aussi élevé que de fumer 15 cigarettes par jour. Waouh! C'est une statistique puissante. N'est-ce pas? Ça veut dire que le bénévolat n'est pas juste un service social, c'est une forme de santé publique préventive. Exactement. C'est une action préventive. Et cette connexion, elle se manifeste aussi à l'échelle du quartier. Le dossier part du concept de caremongering. Le caremongering, c'est quoi exactement? Ça sonne comme un néologisme. C'en est un. C'est un terme apparu pendant la pandémie en opposition au fearmongering, la propagation de la peur. Le caremongering, c'est l'organisation proactive du soin au sein d'une communauté. Et ce sont les retraités qui sont derrière ça. Dans plusieurs quartiers centraux, comme Rosemont ou le Plateau, oui, ce sont souvent les jeunes retraités qui sont les moteurs de ce phénomène. Ce sont eux qui sont derrière les fêtes de ruelles, les jardins communautaires. Les groupes d'entraide sur les réseaux sociaux? Précisément. Ils sont les architectes invisibles du lien social. Ils transforment un ensemble d'adresses en une véritable communauté. C'est ce que les urbanistes appellent des milieux de vie complets. Eux, ils le font organiquement. Voilà. Et il y a un dernier impact très concret, le maintien à domicile.
C'est un point clé. Les services comme la popote roulante sont souvent assurés par des aînés de 65-74 ans pour des aînés beaucoup plus âgés, la cohorte des 85 ans et plus. Et en leur permettant de rester chez elles et eux plus longtemps. On retarde leur entrée en CHSLD, ce qui réduit directement la pression sur un système de santé déjà saturé. C'est une contribution directe et mesurable. L'analyse brosse un portrait très complet, mais elle se termine avec une sorte de tableau de bord qui nuance un peu le tout. Qu'est-ce qui en ressort? Il y a quelques points saillants, par exemple, sur la question du genre. Ah oui. On apprend que les femmes sont majoritaires dans le bénévolat entre 55 et 74 ans, mais la nuance, c'est que les hommes de 75 ans et plus, une fois engagés, sont souvent ceux qui consacrent le plus grand nombre d'heures. C'est une dynamique intéressante, comme si leur engagement était plus tardif, mais plus intense. Et du côté des secteurs d'activité, 3 secteurs dominent. les hôpitaux, le domaine des sports et des loisirs, et, comme on l'a mentionné, la participation au conseil d'administration. Ça montre bien la double nature de leur rapport. Le service direct et la gouvernance stratégique. C'est ça. Et l'effet de la pandémie dans tout ça? La réponse est mitigée et très révélatrice. Globalement, le nombre total d'heures a chuté d'environ 18%. D'accord, c'est une baisse. Par contre, et c'est ça qui est crucial, le fameux noyau dur, les bénévoles les plus engagés, est resté extraordinairement stable. Le vrai défi, ce n'est donc pas la rétention, c'est le recrutement de la relève. Ce qui nous amène à la conclusion de fond de toute cette analyse. Le message est que le bénévolat des retraités n'est pas un joli bonus, c'est une composante structurelle de notre société, un pilier. Donc, si on est un décideur et qu'on veut une ville plus résiliente, on devrait peut-être commencer par installer plus de bancs publics et améliorer le transport adapté. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. Le message est limpide. Concevoir la ville pour les aînés, ce n'est pas de la charité, ce n'est pas une dépense sociale. C'est un investissement stratégique. Et incroyablement rentable. C'est un investissement dans la main-d'œuvre qui fait tourner la ville. C'est entretenir son infrastructure la plus vitale, l'infrastructure humaine. Ignorer cela, c'est scier la branche sur laquelle une grande partie de notre filet social est assise. Une conclusion puissante. L'idée de voir le bien-être des aînés non plus comme une charge, mais comme un prérequis à la résilience collective. D'ailleurs, tout cela nous laisse avec une question finale assez vertigineuse. En effet, si on accepte la prémisse de cette analyse, si on reconnaît que ce bénévolat est une infrastructure aussi essentielle que les routes ou les ponts, Alors, la question s'impose. Ne devrait-on pas commencer à l'intégrer formellement dans nos plans de développement urbain et nos budgets? non pas comme une dépense, mais comme un actif stratégique, un investissement dans la résilience même de nos villes? C'est une question qui mérite d'être méditée.